Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici Adnan Benchakroun, votre chroniqueur au micro de l'ODJ Média. Aujourd'hui, nous allons parler d'un changement d'époque. Un monde où l'on ne peut plus isoler la sécurité de l'économie, la technologie du pouvoir, le climat de la stabilité, ni l'information de la gouvernance. Tout se tient désormais et la vraie question n'est plus seulement de savoir qui est le plus fort, mais qui est encore capable de résister au choc, de garder le cap et de préserver sa cohésion. Pas de langue de bois, pas de jargon inutile, juste un regard critique, un peu de recul et l'envie de comprendre ce qui est en train de basculer sous nos yeux. Alors allons-y. Pendant longtemps, nous avons pensé le monde en colonnes séparées. La sécurité relevait des armées, l'économie des marchés, la technologie des ingénieurs, le climat des scientifiques, l'information des médias et la gouvernance des institutions. Chaque domaine avait ses experts, ses ministères, ses conférences, ses instruments de mesure, ses routines. Cette division avait quelque chose de rassurant. Elle permettait de croire que les crises pouvaient être contenues dans des périmètres distincts, traités par des politiques spécialisées, puis refermées comme des parenthèses. Mais ce cadre mental est désormais caduc. Nous sommes entrés dans une époque où tout se tient et où rien ne reste longtemps localisé. Une cyberattaque peut perturber une chaîne logistique, fragiliser la confiance bancaire, alimenter une rumeur politique, produire de l'angoisse sociale et ouvrir une fenêtre d'instabilité géopolitique. Une sécheresse n'est plus seulement un problème agricole, elle devient un problème budgétaire, migratoire, énergétique, sanitaire et parfois sécuritaire. Une innovation technologique n'est plus seulement un progrès productif. Elle redéfinit l'emploi, la souveraineté, la guerre cognitive, la circulation des vérités et la hiérarchie des puissances. Une flambée des prix n'est plus un simple épisode inflationniste. Elle peut miner la légitimité des gouvernements, radicaliser les opinions, dérégler les arbitrages démocratiques et transformer une fatigue sociale en rupture politique. C'est cela, le nouveau monde. Un monde système. Un monde de connexion, de dépendance croisée, de vulnérabilité synchronisée. Un monde où la stabilité apparente peut masquer une extrême fragilité structurelle. Un monde, surtout, où la puissance ne se mesure plus uniquement à la taille d'une armée, au volume d'un PIB ou au nombre de satellites, mais à la capacité d'un système national à absorber les chocs, à dire le réel sans se mentir, à arbitrer vite sans se déliter et à maintenir une cohésion collective malgré la succession des secousses. La vraie bataille du siècle n'oppose donc pas seulement des États, elle oppose des systèmes robustes à des systèmes friables, des sociétés capables de traverser le désordre sans s'effondrer à des sociétés qui, à la première salve, découvrent que leur prospérité était une façade, leur souveraineté un slogan et leur unité un équilibre précaire. Il faut ici prendre la mesure du basculement. Dans le vieux monde, la crise était l'exception. Dans le nouveau, elle devient le régime normal. Non pas une catastrophe permanente, mais une succession de discontinuités. Pandémie, rupture énergétique, inflation importée, guerre régionale aux effets mondiaux, dérèglement climatique, tensions sur l'eau, fragmentation informationnelle, vulnérabilité numérique, retour des rivalités impériales, fatigue démocratique. Le problème n'est pas seulement que les crises se multiplient, c'est qu'elles s'emboîtent, se renforcent, se contaminent les unes les autres. La sécurité énergétique dépend de la géopolitique. La géopolitique dépend des routes maritimes. Les routes maritimes dépendent de la stabilité militaire. Cette stabilité dépend des systèmes d'information. Ceux-ci dépendent des infrastructures numériques, elles-mêmes dépendantes de chaînes d'approvisionnement et de métaux critiques. Et pendant ce temps, l'opinion publique juge, sanctionne, s'informe mal, s'énerve vite, doute de tout et réclame pourtant des réponses immédiates. Le cœur du problème contemporain est là. Les attentes sociales restent linéaires alors que le réel est devenu systémique. Les citoyens demandent de la protection, du pouvoir d'achat, de la fluidité, de la vérité, de l'ordre, de la justice, de la rapidité. Ils ont raison. Mais les gouvernants, eux, agissent dans un environnement où chaque décision produit des effets secondaires dans 5 autres domaines. Subventionner peut soulager et déséquilibrer. Réguler peut sécuriser et ralentir. Ouvrir peut dynamiser et exposer. Fermer peut protéger et asphyxier.
Numériser peut moderniser et fragiliser. Verdir peut préparer l'avenir et renchérir le présent. Aucun arbitrage n'est simple. Et lorsque les institutions ne savent plus expliquer cette complexité, elles deviennent illisibles, puis suspectes, puis contestées. C'est pourquoi la question décisive n'est plus qui a raison idéologiquement. Elle devient qui tient quand le réel frappe, qui dispose des marges budgétaires, des stocks critiques, des institutions crédibles, des réseaux fiables, des élites compétentes, des récits honnêtes, de la confiance minimale nécessaire pour empêcher qu'une secousse matérielle ne se transforme en crise politique majeure. Dans un monde de rupture, la première richesse d'une nation n'est pas seulement sa croissance, mais sa capacité d'encaissement. Cette capacité d'encaissement repose sur plusieurs piliers. Le premier est matériel. Un pays résilient est un pays qui ne découvre pas au dernier moment qu'il dépend trop d'un détroit, d'un fournisseur unique, d'une technologie étrangère, d'une pluie devenue rare, d'un câble sous-marin, d'un cloud qu'il ne contrôle pas ou d'un marché qu'il croyait éternellement ouvert. La mondialisation des décennies passées a produit de l'efficacité, mais elle a aussi installé des dépendances d'une profondeur parfois vertigineuse. Tant que le système mondial semblait stable, cette interdépendance apparaissait comme un progrès rationnel. Quand les fractures reviennent, elles révèlent une autre face, celle d'une vulnérabilité diffuse, souvent invisible jusqu'au jour où la chaîne casse. Le deuxième pilier est cognitif. Un système politique ne peut pas résister s'il ne voit pas correctement ce qui lui arrive. Dire le réel est devenu un acte stratégique. Cela paraît simple. C'est devenu extraordinairement difficile. Nous vivons dans un environnement saturé d'informations, mais appauvri en hiérarchisation. Les faits existent, mais ils circulent au milieu de récits concurrents, d'émotions instantanées, de propagandes industrielles, de brouillages algorithmiques, d'images hors contexte et de polarisation permanente. Un pouvoir qui maquille le réel finit par se condamner lui-même car il prend ses décisions sur une image fausse du terrain. Une société qui ne croit plus à aucune version du réel s'expose, elle, à une autre impasse, l'impossibilité d'agir ensemble. Entre le mensonge officiel et le relativisme généralisé, la démocratie s'épuise. Le troisième pilier est institutionnel. Les sociétés peuvent accepter des sacrifices, des retards, des virages difficiles, à une condition, sentir que les institutions savent ce qu'elles font, qu'elles ne mentent pas, qu'elles répartissent l'effort avec un minimum de justice et qu'elles gardent une boussole. La défiance n'est pas seulement un problème moral, c'est une faille de sécurité nationale. Lorsqu'un pays n'a plus confiance en ses médiations, chaque tension devient plus inflammable. Le débat public se transforme en champ de nerfs. L'administration ralentit. La réforme se heurte à l'épuisement. Les oppositions ne proposent plus seulement des alternatives, elles prospèrent sur le soupçon. Et dans cet espace délité, les puissances extérieures, les acteurs radicaux ou les entrepreneurs du chaos trouvent un terrain favorable. Le quatrième pilier est social. Aucun système ne tient durablement si une part croissante de sa population a le sentiment que les efforts sont toujours pour les mêmes et les protections pour les autres. Le mot cohésion a souvent été vidé par les discours. Il redevient central. Non comme slogan compassionnel, mais comme infrastructure politique. Une société fragmentée par les inégalités excessives, les humiliations territoriales, la précarité générationnelle, la crise du logement, l'angoisse éducative et l'insécurité culturelle devient mécaniquement moins capable d'absorber les chocs. Elle surréagit, elle se crispe, elle cherche des coupables rapides, elle devient perméable aux simplifications extrêmes. Là encore, la question n'est pas seulement sociale, elle est stratégique. Le cinquième pilier est technologique. Nous avons longtemps parlé de technologie comme d'un levier de modernisation. Elle est désormais aussi une ligne de fracture. Celui qui maîtrise les données, les semi-conducteurs, les infrastructures numériques, l'intelligence artificielle, les systèmes de surveillance, les satellites, les standards logiciels et les plateformes de communication détient une part croissante du pouvoir réel. Mais cette puissance technique ne vaut pas seulement par ce qu'elle permet de faire. Elle vaut aussi par ce qu'elle permet d'empêcher, de retarder, de conditionner ou de perturber chez les autres. Le monde entre dans une ère où la dépendance numérique peut devenir aussi sensible que la dépendance énergétique. À cela s'ajoute le climat,
longtemps traité comme variable annexe, désormais force structurante. Le climat n'est pas un sujet de plus dans l'agenda public. Il devient le fond de scène sur lequel se reconfigurent l'agriculture, l'assurance, l'urbanisme, l'énergie, la santé, la migration, les finances publiques et parfois l'ordre public. Ce n'est pas seulement une question d'écologie, c'est une question de continuité nationale. Là où l'eau manque, là où les rendements baissent, là où les canicules pèsent sur les villes, là où les catastrophes naturelles se multiplient, l'État est sommé de compenser, réparer, protéger, réinvestir. Autrement dit, le climat rebat le contrat politique. Dans cet univers, les vieux logiciels idéologiques montrent leurs limites. Le marché seul ne suffit pas, parce qu'il optimise à court terme et externalise souvent les vulnérabilités. L'État seul ne suffit pas non plus, surtout s'il est lent, opaque ou prisonnier de réflexes bureaucratiques. La technologie seule n'est pas une solution, car elle peut amplifier autant qu'elle résout. L'ouverture seule fragilise, la fermeture seule appauvrit. La vérité du moment est moins confortable. Il faut des États stratèges, des marchés encadrés, des sociétés informées, des institutions crédibles, des infrastructures robustes et une culture politique de la lucidité. Le mot lucidité mérite qu'on s'y arrête. Une nation lucide n'est pas une nation pessimiste. C'est une nation qui accepte que l'abondance simple, la paix automatique, l'énergie bon marché, la vérité consensuelle et la croissance sans friction ne constituent plus l'horizon normal. Elle comprend que la stabilité doit désormais être produite, entretenue, sécurisée. Elle admet que la résilience a un coût, mais que l'impréparation en a un plus élevé encore. Elle sait que les stocks, la maintenance, la redondance, la formation, la planification, les exercices de crise et les institutions de confiance ne sont pas des dépenses improductives, ce sont des assurances civilisationnelles. Cela suppose une révolution silencieuse dans l'art de gouverner. Gouverner demain ne consistera plus seulement à distribuer des budgets, annoncer des réformes ou gérer la communication politique. Gouverner, ce sera cartographier les interdépendances, repérer les points de rupture, tester les capacités de résistance, surveiller les effets de contagion, arbitrer sous contrainte et parler vrai assez tôt pour éviter la panique assez tardive. Les dirigeants de demain seront jugés sur leur capacité à relier ce que les appareils d'État ont longtemps séparé. Ils devront penser l'énergie avec la diplomatie, l'agriculture avec l'eau, la technologie avec l'emploi, la sécurité avec l'information, la croissance avec la cohésion et le climat avec la souveraineté. Le grand risque, sinon, est celui de l'illusion administrative. Beaucoup de pays possèdent encore des organigrammes du XXe siècle pour affronter des chocs du XXIe. Les dossiers circulent, les silos protègent leur territoire, les expertises ne se croisent pas assez, les signaux faibles remontent mal, les vérités dérangeantes se perdent dans les étages. Pendant ce temps, les ruptures, elles, n'attendent pas. Elles traversent les frontières institutionnelles avec une facilité redoutable. Une panne numérique peut toucher l'hôpital, la banque, le transport, la police et le débat public en quelques heures. Le réel, désormais, travaille en réseau. La gouvernance aussi devra apprendre à le faire. Cela vaut également pour la démocratie. On la présente souvent comme vulnérable parce qu'elle serait lente, divisée, traversée par le conflit. Mais la démocratie peut aussi être une force de résilience, à condition de ne pas se réduire au spectacle partisan. Une démocratie robuste ne promet pas l'harmonie. Elle organise le désaccord sans laisser le système se rompre. Elle rend les choix contestables mais compréhensibles. Elle permet la correction, la critique, l'ajustement. À l'inverse, les systèmes autoritaires paraissent parfois plus efficaces dans l'urgence, mais ils paient souvent leur rigidité plus tard. Défaut de vérité interne, remontée faussée de l'information, peur de déplaire, correction tardive, vulnérabilité aux angles morts. La solidité ne se confond pas avec la dureté. Elle dépend de la qualité des boucles de retour entre le pouvoir, la société et le réel. Reste une question centrale. Que devient la puissance dans ce monde ? Elle change de nature. La puissance ne sera plus seulement la capacité d'imposer, mais celle de durer. Non plus seulement la faculté de projeter de la force, mais celle de tenir les infrastructures, les récits, les institutions et le consentement minimal. Un pays peut être militairement impressionnant et politiquement fragile. Il peut être technologiquement avancé
est socialement cassé, il peut être riche et pourtant vulnérable, faute de confiance collective. Inversement, des nations de taille moyenne peuvent gagner en importance si elles savent diversifier leurs dépendances, sécuriser leurs chaînes critiques, former leurs élites, protéger leur information, moderniser leur administration et maintenir une cohésion civique suffisante. Le siècle qui s'ouvre ne consacrera donc pas seulement les plus grands, il distinguera les plus adaptables, ceux qui auront compris que la souveraineté n'est plus une posture, mais une architecture, qu'elle ne se joue pas seulement aux frontières, mais dans les réseaux, les serveurs, les écoles, les barrages, les ports, les data centers, les médias, les laboratoires, les réserves, les institutions de contrôle et la qualité du lien entre gouvernants et gouvernés. Nous avons trop longtemps cru qu'un monde interconnecté serait mécaniquement un monde pacifié. Nous découvrons qu'il peut être, au contraire, un monde de vulnérabilité partagée où la moindre faille locale devient une onde de choc global. Cela ne signifie pas qu'il faille céder au catastrophisme. Cela signifie qu'il faut sortir de la naïveté. L'époque ne demande pas seulement plus de puissance, elle demande plus de tenue, plus de cohérence, plus de profondeur stratégique, plus de vérité, plus de capacité à encaisser sans mentir, à réformer sans casser, à protéger sans infantiliser, à innover sans se livrer, à gouverner sans dissoudre la confiance. La vraie ligne de fracture est là, entre les systèmes qui sauront transformer les chocs en apprentissage collectif et ceux qui transformeront chaque secousse en crise de régime. Entre les sociétés qui accepteront d'entrer lucidement dans l'âge des interdépendances conflictuelles et celles qui continueront à gérer le siècle nouveau avec des catégories périmées, entre les États qui comprendront que la cohésion politique est désormais un actif stratégique majeur et ceux qui la traiteront comme un simple supplément d'âme. Le monde qui vient sera moins celui de la domination tranquille que celui de l'endurance organisée. Les nations qui compteront ne seront pas seulement celles qui parlent fort, ce seront celles qui tiennent. C'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais à partager avec vous cette réflexion parce qu'elle touche à l'essentiel. Notre capacité à comprendre le monde tel qu'il devient et non tel que nous voudrions encore qu'il soit. Dans cet âge des chocs, des interdépendances et des ruptures, la vraie question n'est plus seulement qui domine, mais qui tient. Comme toujours, mes propos sont là pour ouvrir le débat. Ils pourront être discutés, nuancés ou contredits. C'est cela aussi, l'esprit d'une chronique. Tenter d'éclairer notre époque avec franchise, sans certitude excessive, mais sans renoncer non plus à penser. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre. Et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.